Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un poème issu du recueil Passages, publié par Isabelle Calisse-Sabot en 2012. Dans ce recueil, ainsi intitulé, il sera question de moments de passage, et dans notre poème, ici, le passage de la vie à la mort. Isabelle Calisse-Sabot a d'abord été ergothérapeute et, par sa formation, elle a approché la rééducation, le réapprentissage, la compensation, tous ces éléments qu'il s'agit de mettre en place lors du deuil. Pour ce qui est du deuil, on distingue traditionnellement 5 étapes. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Or, dans ce texte, l'acceptation n'est pas encore en place et on est plutôt au début du deuil. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Isabelle Calisse-Sabot explique que ce texte a été écrit à l'occasion de la mort de sa grand-mère. Cependant, ici, ni le je ni le tu ne sont identifiés, donnant ainsi une vocation universelle à cette étape du deuil. Je passe ainsi à la lecture du poème. Je n'ai pu t'adresser un regard, un sourire. Tu es parti trop vite et sans me prévenir. Immense est mon regret. Je voudrais te le dire au-delà du chagrin, au-delà des soupirs. Ta mort hante ma vie. Pour combler ton absence, sans cesse je remue de précieux souvenirs. Je trouve un réconfort en trompant ma souffrance, au-delà du chagrin, au-delà des soupirs. On le voit, nous avons donc une progression à l'intérieur de notre poème, progression qui sera notre plan et qui nous permettra de répondre à la problématique suivante. En quoi ce deuil est-il une négation de la mort? Nous sommes dans les premières étapes du deuil. La première partie sera constituée du premier quatrain, dans lequel nous avons des regrets exprimés par rapport à un départ d'un être aimé. Puis nous aurons l'élucidation de ce départ, il s'agit de la mort et d'un refuge dans le passé, ce sera le deuxième quatrain. Le troisième quatrain sera centré autour de l'illusion de vie dans laquelle la poète se place. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre immédiatement sur une mise en relation d'une première personne et d'une deuxième personne par le biais d'un verbe au passé composé qui a une valeur d'achevé, et donc cette relation de la première et de la deuxième personne, du je et du tu, est donc achevée. Par ailleurs, cette mise en relation est aussi faite par le biais d'une négation, normalement bitensive, mais dont ici on a enlevé la deuxième partie. Il n'y a pas de forclusif, et donc cette mise en relation des deux personnes se fait par le biais d'une négation autour d'une absence. Ainsi donc, dès les premiers mots, nous avons tout le décor qui est dressé au niveau grammatical. Cette opposition d'un je et d'un tu qui seraient séparés va se poursuivre dans le vers 2, puisque la deuxième et la première personne vont échanger leur fonction grammaticale. Le je devient me, on passe du sujet au COD. Le T' devient tu, on passe du COD au sujet. On retrouve toujours le verbe construit au passé composé, tu es parti, qui va être modalisé immédiatement par le biais d'un superlatif absolu, trop vite, et ce verbe, qui pourrait signifier une rupture, la rupture d'une relation, pourrait aussi fonctionner comme un euphémisme. Ici, il s'agirait de dire que finalement, cette rupture dont il est question serait peut-être celle de la mort, ce qui expliquerait l'absence de prévention possible, signifiée, là encore, par le recours à la négation. L'ensemble de cette analyse va venir se confirmer avec l'aposiopèse possible finale, avec ces points de suspension qui viendraient suspendre la phrase sous le coup de l'émotion. Nous avons ensuite l'identification d'un regret qui serait immense. On passe d'un passé composé à un présent, et on a toujours cette dynamique de la négation avec une interversion entre le sujet et l'attribut du sujet qui va porter l'importance sur l'adjectif immense. La strophe se termine sur un enjambement qui va montrer qu'il s'agirait de dépasser cette séparation. Enjambement qui est caractérisé premièrement par l'utilisation du conditionnel qui relie cette fois-ci le je et le tu. La relation va être placée sous le sceau de l'incertitude, de l'hypothétique, et on va avoir la première apparition du vers au-delà du chagrin, au-delà des soupirs, qui est construit sur l'explicitation de l'émotion suscitée par la séparation, chagrin et soupir, émotion double qui est construite sur un parallélisme et qui va, là encore, appuyer sur la possibilité d'une mort par l'utilisation de la locution au-delà, par laquelle on peut désigner, toujours par euphémisme, la mort.
Ainsi donc, à travers ce champ lexical du chagrin, va se dessiner une séparation possible, séparation qui pourrait éventuellement être une séparation définitive. Pour terminer sur cette première partie, on pourrait retrouver, là encore, une analyse à faire sur les rimes, puisque nous avons 4 fois la même rime, ou en tout cas c'est le même son, mais il s'agit bien de 2 rimes différentes, puisque nous avons une alternance de rimes féminines et de rimes masculines. Donc cette tension entre identité et différence va venir appuyer un petit peu sur cette volonté de passer par-delà la séparation, les rimes croisées manifestant le croisement définitif des chemins. Au-delà, il n'y aura plus de relation. Je passe ainsi à la deuxième partie. Cette séparation, dont on sous-entendait qu'elle était définitive, va être explicitée par le premier groupe nominal, ta mort. On peut voir une opposition entre les termes mort et vie, qui sont des termes antithétiques, opposition qui va être redoublée par les possessifs ta et ma. Ces 2 groupes nominaux sont mis en relation par le verbe hanter, qui va manifester une persistance de la vie après la mort, ou en tout cas une persistance de la vie de la défunte dans la vie de la vivante. On retrouve encore la mécanique d'enjambement qui va permettre de mettre en scène le dépassement de la séparation. Simplement, ce dépassement est illusoire, comme on le voit à travers la mobilisation des personnes. Deuxième personne dans le vers 5, première personne dans le vers 1. Donc cet enjambement va quand même manifester une distinction de la première et de la deuxième personne qui sont rejetées l'une et l'autre dans 2 vers différents. On remarque aussi une multiplication des compléments circonstanciels de but pour combler ton absence, complément circonstanciel de temps, sans cesse, multiplication des compléments circonstanciels qui va illustrer finalement cette espèce de diversion de l'essentiel. Il s'agit de remuer de précieux souvenirs. Pour oublier le présent, il faudrait se réfugier dans le passé. On peut noter aussi l'allitération en S. Ton absence sans cesse, je remue de précieux souvenirs. Allitération en S qui pourrait faire référence par la convocation de l'image du serpent à une espèce de tentation du souvenir, une tentation qui serait une diversion du présent. On retrouve au vers 7 toujours ces compléments circonstanciels de manière et la distinction entre la première personne et la deuxième personne qui sont rejetés d'un bout à l'autre du vers. Le retour du vers au-delà du chagrin, au-delà des soupirs, va fonctionner ainsi comme un refrain manifestant le retour du même. Et on retrouve enfin les rimes croisées, ici, qui manifesteraient l'impossibilité soit de se suivre, soit de s'embrasser, et qui va du coup montrer que ce passage est bel et bien définitif. Je passe ainsi à ma troisième partie. Ici, on va se placer plutôt du côté du présent. À la strophe 2, on parlait des souvenirs, et ici, on parle des pensées. On a un refuge dans le passé à la strophe précédente. Ici, on va créer une illusion de vie qui va se manifester notamment par les compléments circonstanciels, dès l'aurore, avant de m'endormir, qui vont modéliser le fait que ces pensées sont omniprésentes tout du long de la journée. On retrouve, lorsque l'on regarde les pronoms personnels, des chiasmes. Je t'appelle et te parle avant de m'endormir, au vers 10, première personne, deuxième personne, première personne, et aussi à une échelle plus grande, lorsqu'on le regarde, le vers 9 et le vers 11, mes plus tendres pensées vont vers toi, bien étrangement, ta voix me berce. Donc on aurait un espèce d'emboîtement des chiasmes les uns dans les autres, comme si finalement elle tentait d'embrasser la personne aimée et disparue, alors même que cet embrassement est impossible, comme le montrent là encore toujours les rimes croisées. Enfin, cette illusion de vie va se manifester par les 2 propositions principales. Je t'appelle et te parle, et ta voix me berce encore, un petit peu comme s'il y avait une possibilité de réponse au-delà du chagrin, au-delà des soupirs, ce refrain manifestant ainsi comme l'idée d'un éternel retour du même, une illusion de vie. Et ainsi, cette négation générale de la vie va être la première étape du deuil, mais la première étape va être aussi complétée par la deuxième qui commence à poindre, là pour le coup sans encore être explicite, mais qui commence à poindre à l'intérieur des systèmes de rimes, puisque dans toutes les strophes, nous avons une rime qui reste toujours, et c'est la rime ir étant un mot qui désigne la colère en langue française. La colère étant le 2e des stades du deuil.
En quoi ce deuil est-il une négation de la mort? Alors nous avons vu tout d'abord qu'à travers le jeu des pronoms, il s'agissait de montrer la séparation, une séparation qui serait définitive, mais une séparation contre laquelle il s'agirait de lutter, et c'est bien tout l'enjeu du déni. Ce déni va fonctionner notamment par le biais des minimisations ou d'une illusion. Il s'agirait de se recréer une illusion d'une permanence de la vie qui s'apparenterait à une hantise, et cette illusion serait manifestée par la récurrence du refrain. Enfin, nous avons montré qu'à l'échelle du poème, ce déni se couplait à l'étape de la colère, notamment grâce au système des rimes qui vont venir manifester l'absence et le progrès dans les étapes du deuil. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter la construction de la négation dans le premier quatrain. Le premier quatrain va montrer 3 formes négatives qui représentent les 3 manières de construire une négation en français. Je commencerai d'abord par les négations syntaxiques, puis par la négation lexicale. La négation syntaxique peut se construire de 2 manières, soit lorsqu'elle concerne un verbe, soit lorsqu'elle concerne autre chose qu'un verbe. Nous avons un exemple de négation syntaxique du verbe au vers numéro 1, « Je n'ai pu t'adresser ». Ici, la négation syntaxique va être visible par l'usage du discordantiel « ne ». Ici est l'idée N'. Il est intéressant de noter que nous n'avons pas le forclusif, qui serait pas en l'occurrence, la négation étant totale. Nous n'avons pas ce forclusif pour 2 raisons possibles. Premièrement, pour une raison stylistique, nous l'avons étudié lors du commentaire, mais deuxièmement, peut-être pour une raison plus simplement de versification, puisqu'elle permet d'économiser, entre guillemets, une syllabe. Pour ce qui est de la deuxième négation syntaxique, elle se situe au vers 2, sans me prévenir. Normalement, la négation par préposition, en l'occurrence la préposition ici c'est sans, ne concerne pas le verbe, simplement ici comme le verbe prévenir est à l'infinitif, il supporte une fonction nominale, il est transformé en quelque sorte en nom, même si cette transformation est imparfaite, et du coup il va prendre la forme négative normalement réservée au nom, ici la préposition. Enfin, je passe maintenant à ma négation lexicale, nous en avons une seule et elle est au vers 3. Cette négation lexicale fonctionne par préfixe négatif et en l'occurrence le mot concerné est immense. Ici, il s'agirait de rappeler que l'étymologie du mot immense est formée sur le mot latin mensa qui désigne les limites et ici le préfixe négatif i va se voir ajouter une double consonne, immense, qui est bien une négation du mot aujourd'hui disparu, mense, et qui est du coup l'idée que ce regret serait sans limite.